Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des tutos du tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques points de cours de biologie cellulaire sur les récepteurs, les médiateurs et les communications cellulaires. Sans plus tarder, on va commencer. Et donc au niveau des médiateurs cellulaires, on a différents types et le premier type, c'est via des signaux de courte distance. Donc en fait, les cellules elles vont utiliser différents moyens pour discuter entre guillemets entre elles. Et donc le premier moyen, c'est ça. Donc ça va passer par différents types, de communication que je ne vais pas redétailler. Elles sont présentes dans les dans les fiches de cours. Donc si jamais vous avez des questions là-dessus, c'est détaillé, dans les fiches de cours. N'hésitez pas à aller jeter un œil et donc, on a les jonctions communicantes qui vont permettre d'envoyer des signaux entre des cellules qui se touchent, des signaux dépendants du contact. Donc là, par exemple, on peut imaginer, une cellule du système immunitaire qui va venir toucher une autre cellule, par exemple cancéreuse, ce qui va induire une réponse de la cellule cancéreuse qui va, induire l'apoptose, dans ce cas précis. Et donc, voilà, ça c'est un signal dépendant du contact. Et ensuite, on a la communication locale. Donc la communication locale, elle peut être autocrine, c'est-à-dire qu'une cellule, elle va sécréter une molécule pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle va la sécréter et elle va la re-internaliser, ce qui va induire une réponse. Il peut y avoir des signaux paracrines. Par exemple, une cellule du cancer, elle va sécréter des signaux qui vont induire un micro-environnement au niveau des cellules qui l'entourent, qui vont permettre à la cellule cancéreuse de proliférer. Et donc tout ça, c'est des signaux qui sont paracrines. Voilà. Ensuite, on a un autre type de signaux qui sont les signaux longue distance. Et donc là, on va bien les détailler chacun, mais on a différents types. Par exemple, les hormones, les neurotransmetteurs, les cytokines, on va pas trop en parler ici, mais c'est un peu dans le même style que les deux ici. Les signaux hydrosolubles, les signaux liposolubles et les signaux gazeux. Et donc on va aborder tout ça. Et donc en premier, on a les hormones. Donc une hormone, c'est sécrété par une cellule endocrine. Donc c'est un peu la particularité d'une cellule endocrine, c'est qu'elle sécrète des hormones. Cette hormone, elle va sortir de la cellule endocrine par exocytose, elle va passer dans le sang par un transporteur ou comme ça par diffusion simple dans le sang. Elle va être transportée et donc là, on a 2 cas de figure. Une cellule qui n'exprime pas le récepteur à cette hormone, et ben, elle va pas pouvoir le fixer, donc ça va pas induire de réponse. Et ensuite, une cellule qui, exprime le récepteur à cette hormone et cette hormone va pouvoir se fixer et ça va induire une réponse. Ensuite, on a le cas des neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, c'est un peu le même style qu'une hormone, sauf que pour être transporté du corps de la cellule jusqu'à la cellule cible, et ben, on va pas utiliser le sang, mais on va utiliser l'axone du neurone. Donc voilà, c'est un transport qui est, long, mais sur la cellule, par exemple. C'est pas un transport, délocalisé comme peut être une hormone qui va être, par exemple, sécrétée au niveau de la thyroïde et avoir des actions, carrément ailleurs dans le corps. Et donc voilà, là, si vous l'avez pas déjà vu, vous verrez comment fonctionnent les potentiels d'action, le neurone, et cetera. Et donc tout ça, ça va induire la sécrétion d'un neurotransmetteur qui va se fixer sur une cellule cible avec un récepteur. Et comme pour les hormones, on a des cellules avec et sans récepteur et ça va induire une réponse. Et donc par exemple, les neurotransmetteurs, les principaux, c'est par exemple la dopamine, le GABA, l'acétylcholine et vous aurez l'occasion d'en reparler. Ensuite, on a les signaux hydrosolubles. Donc hydrosolubles, ça signifie qu'ils sont solubles dans l'eau, jusque-là ça va. Et donc on va avoir un cas de figure assez, particulier. En fait, il faut savoir que les signaux hydrosolubles, ils se diffusent donc dans l'eau et le sang est composé en majorité d'eau. Donc on va prendre par exemple, une molécule qui serait transportée par le sang. Cette molécule, elle n'a pas besoin de protéines de liaison dans le sang, elle se balade et elle arrive au contact de la cellule qui exprime son récepteur. En fait, comme la membrane, elle est, composée de lipides, et ben, en fait, cette molécule qui est soluble dans l'eau ne va pas pouvoir traverser cette barrière de lipides et donc elle va avoir besoin d'un récepteur et donc elle va se fixer sur ce récepteur et ça va avoir différentes actions. Là, on va voir, en fait, les récepteurs, ils peuvent être de différents types, on va voir par la suite et ça va induire des modifications des protéines préexistantes et par exemple, avec des cascades de phosphorylation, on en reparlera après et ça va induire des effets biologiques. Sur le cytosol, on va induire la formation de différentes protéines, on va induire une entrée de différents ions à l'intérieur, et on va avoir un effet aussi sur le noyau, puisque certains peuvent venir transloquer dans le noyau, c'est-à-dire rentrer à travers le noyau et activer des gènes qui vont permettre la sécrétion, la mise en place de différentes réponses.
Donc, les signaux hydrosolubles, comme je l'ai dit juste avant, on a différents types de récepteurs. Et donc, en fait, ces types de récepteurs-là, ils peuvent avoir chacun des réponses différentes. Et donc, on a par exemple le canal qui est régulé par un ligand. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir aussi dans la vidéo que j'ai faite sur les canaux et les récepteurs, voilà. Donc, vous pouvez voir que il y a un ligand qui va venir se mettre sur un canal. On va bien déplacer la petite boule et ça peut rentrer. Ensuite, on a les récepteurs avec domaine enzymatique. Donc typiquement, c'est les récepteurs tyrosine kinase. Vous aurez l'occasion d'en reparler plus tard dans votre cursus. Et donc en gros, on va avoir un ligand qui va se lier et ça va induire une activité tyrosine kinase. Voilà, par exemple, c'est un exemple, il y a d'autres domaines enzymatiques évidemment. On a les récepteurs couplés aux protéines G. Donc ça, on va en reparler plus en détail dans la vidéo. Donc on va induire une réponse avec ces sous-unités-là et cette protéine G va induire des cascades de signalisation qu'on va détailler, on va en détailler deux. Et voilà. Et ensuite, on a un récepteur intégrine. Donc si vous n'avez pas encore eu le cours sur les jonctions cellulaires, ça va pas tarder. Et si vous l'avez déjà eu, vous savez ce que c'est. Et donc une intégrine, c'est une protéine de structure de la membrane et qui permet l'adhésion avec différents supports. Et cette protéine, elle a une particularité, c'est qu'elle est adhésive avec des supports à l'extérieur de la cellule et elle a des liens avec les filaments du cytosquelette à l'intérieur de la cellule. Et donc un récepteur intégrine, on va venir fixer un ligand, et ça va induire une modification de la forme de la cellule à travers ces modifications du cytosquelette. Ça fait un peu catalogue, je suis désolé, mais on va maintenant aborder les signaux liposolubles. Donc les signaux liposolubles, on a vu que, par exemple, pour un signal qui est transporté dans le sang, qui est composé d'eau, bah, c'est un peu compliqué parce qu'un signal qui est composé d'un lipide, se balader dans un milieu composé d'eau, c'est un peu chaud. Et donc, il va se lier à une protéine. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de la protéine qui s'appelle l'albumine. Et donc c'est une protéine qui est présente dans le plasma, dans le sang, et qui permet de transporter plein de médicaments, de protéines et d'hormones en tout type. Et donc, ça va pouvoir transporter là-dedans. Donc comme ça, on a un petit complexe entre notre molécule et notre protéine. Ça peut se lier dans l'eau, ça diffuse, c'est parfait. Et ensuite, on va avoir la molécule qui va se dissocier de la protéine plasmatique et elle va pouvoir diffuser dans la membrane. Donc là, en fait, c'est l'inverse des molécules hydrosolubles. Elle va pouvoir traverser la membrane de lipides puisqu'elle est elle-même euh, liposoluble. Elle peut se dissoudre dans les lipides. Et donc, on va avoir le choix ensuite, soit elle va se mettre sur un récepteur qui est présent dans le cytosol, on verra par la suite, soit elle va diffuser directement dans le noyau. Et donc là, on va avoir des récepteurs présents dans le noyau et ça va induire une réponse. Par exemple, la transcription, la réplication d'ADN, l'ARN messager, la traduction, les protéines et enfin les effets biologiques en tout genre. C'est vraiment pas un schéma qui est précis, mais ça vous montre un petit peu ce qu'il peut y avoir comme étape. Voilà. On passe ensuite aux signaux gazeux. Donc les signaux gazeux, les principaux signaux, c'est par exemple le monoxyde d'azote ou le monoxyde de carbone. Et donc ils peuvent se diffuser facilement dans le sang comme ça. Et donc ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas besoin non plus de récepteurs. Ils peuvent diffuser super facilement. Et ensuite ils vont activer différentes enzymes. Ici on a par exemple la guanylate cyclase qui va augmenter le taux de GMP cyclique à l'intérieur de la cellule. Et ça va induire des modifications, et cetera, des cascades. C'est un peu toujours la même chose. Une fois que le récepteur s'est fixé, que le ligand s'est fixé sur son récepteur, ça induit toujours une cascade de signalisation. Et donc, on va voir deux types de récepteurs. On va voir les récepteurs membranaires et les récepteurs cytosoliques. Donc, les récepteurs membranaires, ça veut dire qu'ils sont présents à la surface des cellules, et les récepteurs cytosoliques, ça veut juste dire qu'ils sont présents à l'intérieur du cytosol. Donc, en fait, la molécule va devoir traverser la membrane pour arriver dans le cytosol. Donc là, on a les récepteurs membranaires et cytosoliques qui sont représentés. Donc, par exemple, des molécules de signalisation lipophiles. On l'a déjà vu, elles peuvent diffuser à travers la membrane et se lier aux récepteurs cytosoliques ou nucléaires. Donc là, typiquement, ça traverse la membrane sans souci et ça se lie à un récepteur qui est directement là. Et là, on a les molécules de signalisation lipophobes, donc hydrophiles, ou lipophiles. En fait, cette particularité, c'est que les deux types de signalisation peuvent entrer en jeu avec les récepteurs membranaires. Et donc, ça va se lier à des récepteurs de surface et ça va induire des réponses. Et donc,
Une particularité, c'est que les récepteurs qui sont cytosoliques, ils vont induire une réponse qui est lente. En fait, heu, il va falloir activer la transcription des gènes, il va falloir synthétiser des protéines, il va falloir mettre en place différentes réponses et ça prend du temps, la cellule ne peut pas le faire tout de suite. Donc ça va être assez long. En revanche, un récepteur membranaire, ici, on va par exemple se fixer sur un canal qui va s'ouvrir et qui va laisser entrer des ions. Ça, c'est instantané. Et donc ça, les récepteurs membranaires, ils ont une réponse qui est rapide par rapport aux récepteurs cytosoliques ou nucléaires. On va passer à une autre partie du cours sur les récepteurs, qui est les ligands. Parce qu'un récepteur sans un ligand, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc on a trois types de ligands, mais les deux premiers ont été détaillés dans le cours, et le troisième pas forcément, mais il peut être intéressant de le savoir. Donc le premier, c'est un ligand qui est dit agoniste. Donc ça veut dire qu'il induit une réponse biologique similaire au ligand endogène. Alors, c'est un peu une phrase longue. Le ligand endogène, c'est par exemple une hormone qui a été sécrétée par la thyroïde. Eh bien, on va avoir des ligands agonistes. Par exemple, quand on a une personne qui a une hypothyroïdie, elle va sécréter moins d'hormones thyroïdiennes. Et ces hormones, elles sont quand même importantes. Donc, on va lui administrer des agonistes des hormones thyroïdiennes. Et donc, ce ne sont pas des hormones thyroïdiennes, mais ils vont avoir des réponses similaires aux ligands endogènes, qui sont les hormones thyroïdiennes. À l'inverse, on a les antagonistes. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il va bloquer la mise en place de la réponse du ligand endogène. Par exemple, quelqu'un qui a une trop grosse thyroïde, il va sécréter trop d'hormones thyroïdes. Et donc, on va venir mettre des agonistes aux hormones thyroïdes qui vont venir se fixer sur les récepteurs et bloquer les réponses. Et ensuite, le troisième type, c'est les récepteurs, les ligands agonistes inverses. Et donc, en fait, ces ligands, ils vont venir non pas bloquer la réponse, mais induire une réponse inverse du ligand endogène. Donc ça, c'est encore une autre étape. Ici, on induit la même chose, ici on bloque, et ici on induit l'inverse de la réponse de base. Ça, c'est assez important. Maintenant, on va parler d'un type de récepteurs qui sont assez complexes, et donc c'est les récepteurs couplés aux protéines G. Donc c'est abrégé RCPG. Et donc c'est un type de récepteur qui est super important, et il y a carrément un cours qui est dédié à ça. Donc voilà. Les différentes étapes de ce récepteur, elles sont détaillées ici, et on va les revoir ensemble. La première étape, c'est la signalisation via un premier messager. Donc le premier messager, ça peut être tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et donc il y a quelques exemples qui sont cités dans le cours, par exemple la noradrénaline, l'adrénaline, le glutamate, le GABA qui sont des neurotransmetteurs, la dopamine, l'acétylcholine, différents peptides, des ions, des photons, par exemple dans les yeux, des lipides, voilà. Ça peut être vraiment n'importe quoi qui va venir se lier sur le récepteur. Ensuite, on va avoir une étape qui concerne le récepteur. C'est-à-dire que maintenant que le ligand est lié, il va se fixer sur un récepteur. Il y a différents types de récepteurs. Je vous invite à aller voir la fiche de cours. On parle par exemple d'homodimère ou d'hétérotrimère et avec les différentes sous-unités. Et par exemple, dans un récepteur couplé aux protéines G, on parle d'un hétérotrimère avec trois sous-unités qui sont alpha, bêta et gamma. Donc voilà. Ensuite, la troisième étape, c'est la transduction. Donc en gros, on va avoir le ligand qui va venir se fixer au récepteur et cette fixation va induire une réponse qui s'appelle la transduction. Et donc, ça va activer ce qu'on appelle des effecteurs primaires. Alors, je vous montrerai sur un schéma juste après, c'est beaucoup plus clair. Et donc, ces effecteurs primaires, ils vont avoir une action. Et donc, le passage de la liaison ligand-récepteur à l'effecteur primaire, ça s'appelle la transduction. Et donc, ces effecteurs primaires, ils peuvent être par exemple des canaux ioniques, des enzymes transmembranaires ou des enzymes qui sont présentes dans le cytosol. Et on verra des exemples pour chacun. En quatrième étape, on a les effecteurs primaires qui vont induire une augmentation de concentration du second messager. Donc là, on va avoir une activation de l'effecteur primaire. Cet effecteur primaire, il va transformer une molécule en une autre. Cette autre molécule, elle va avoir une action. Et donc, cette molécule, elle est appelée second messager, puisqu'elle va avoir une action. En fait, ce n'est pas un récepteur qui va s'activer et qui va induire une réponse directement. C'est un récepteur qui va s'activer, qui va activer une autre protéine, qui elle-même va transformer un substrat en un produit, et ce produit va avoir une action. Donc voilà, c'est un peu plus complexe. Donc c'est pour ça que je fais ce petit point de vidéo dessus pour les expliquer. Et donc, l'effecteur primaire va augmenter la concentration cytosolique du second messager. Donc les seconds messagers, on le verra par la suite, ça peut être par exemple l'AMP cyclique, le diacylglycérol qui sera abrégé DAG,
et l'inositol triphosphate, qui est abrégé IP3. Ensuite, on a l'action des effecteurs secondaires. Donc le second messager va venir se fixer sur un effecteur secondaire, et cet effecteur secondaire va induire une réponse cellulaire. Donc voilà, il va bien falloir comprendre ces différentes étapes, parce que c'est assez complexe, les mots se ressemblent et désignent vraiment pas la même chose au niveau des étapes, donc il faut vraiment bien connaître ça. On va détailler, les étapes à nouveau après avec des exemples de voies. Dans le cours, on a détaillé 2 voies qui sont la phospholipase C et l'adénylate-cyclase, donc on va redétailler ça juste après. Mais juste avant, un petit, truc sur les sous-unités et les différents types de récepteurs couplés aux protéines G. Donc on a différents types de RCPG, qui sont en fait nommés selon le sous-type de leur sous-unité alpha. Donc je vous ai dit juste avant qu'un RCPG, il a 3 sous-unités, alpha, bêta, gamma. Et en fait, la sous-unité alpha, c'est elle qui porte l'activité principale de ce récepteur. Et donc on a différencié 3 types de sous-unités alpha. En réalité, il y en a d'autres, mais dans le cours, on ne parlera que de ces 3-là. Et donc on a la protéine G alpha S, qui va induire une certaine voie. On a la protéine G alpha I, qui va induire une certaine voie. Et on a la protéine G alpha Q, qui va induire une autre voie. La protéine G alpha S et alpha I, elles ont une particularité, c'est qu'elles induisent des effets sur la même voie. Mais la S, elle va venir stimuler la voie et la I va venir inhiber la voie. Donc voilà. La protéine G alpha Q, elle est complètement à part, elle va avoir des actions sur une autre voie qui est complètement différente. Mais donc voilà, ce tableau, la prof en a pas forcément parlé, mais il est assez intéressant et il résume très bien les voies, avec l'effecteur primaire, le second messager, l'effecteur secondaire et l'effet biologique. Donc je vous conseille vraiment d'apprendre ce schéma, ce tableau. Et donc on va enfin passer à des petits exemples des RCPG avec 2 voies, et on va commencer par la voie de l'adénylate cyclase. Donc le schéma peut faire un peu peur, mais il ne faut pas avoir peur parce que vraiment c'est pas très compliqué. On va reprendre les étapes que j'ai détaillées juste avant. On a en premier la molécule de signalisation qui va venir se fixer. En deuxième, on va avoir une liaison au récepteur. Jusqu'à là, on est OK. On va avoir une transduction. Cette liaison molécule-récepteur va venir induire une modification de la protéine G. Et ici, par exemple, on a la sous-unité alpha qui est représentée par la petite oreille qui est présente ici, qui va venir se fixer sur un autre effecteur qui s'appelle l'adénylate cyclase. Et donc, on va avoir action de l'effecteur primaire qui est l'adénylate cyclase. Donc ici, on a le ligand, le récepteur, l'effecteur primaire, l'adénylate cyclase. Cet adénylate cyclase, il va transformer de l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique, c'est donc le second messager. Ce second messager, l'AMP cyclique, il va venir activer la protéine kinase A. La protéine kinase A, c'est donc l'effecteur secondaire. Donc on a premier messager, récepteur, effecteur primaire, second messager, effecteur secondaire. Et ensuite, on va induire des cascades de phosphorylation, et tout ça, ça va induire des réponses cellulaires. Voilà. La seconde voie, un peu dans le même style, et donc on va avoir une molécule de signalisation, le récepteur, la protéine G qui va s'activer, et cette protéine G, elle va activer une enzyme, qui sera l'effecteur primaire du coup, qui s'appelle la phospholipase C. Cette phospholipase, elle va transformer des lipides intramembranaires en deux substrats qui sont l'IP3 et le DAG. L'IP3, il va venir se fixer, donc ces deux-là, ce sont des seconds messagers. L'IP3 va venir se fixer sur le réticulum endoplasmique et induire une sortie du calcium. Le DAG va venir se fixer sur la phosphokinase C et qui va induire une phosphorylation de certaines protéines. Et donc, lui, ce serait l'effecteur secondaire, avec le second messager qui va venir activer l'effecteur secondaire. Cette phosphokinase C, elle va venir induire une phosphorylation sur une protéine, et cette protéine va être active avec une synergie de l'action du calcium et de la phosphorylation, et donc on va avoir une réponse cellulaire. Donc voilà, on a un peu détaillé pas mal de choses dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, on vous répondra, ou à envoyer votre question sur le forum, et puis, comme vous en avez l'habitude.